Recording in progress. D'accord, tout à l'heure. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau rendez-vous en webinaire consacré cette fois-ci à l'achat en ligne en toute sécurité. Nous allons passer 1 heure ensemble jusqu'à 13h30. Je me présente brièvement. Mon nom est Anne Calteux. Je suis la représentante de la Commission européenne à Luxembourg et j'ai le plaisir de vous conduire à travers le programme d'aujourd'hui ensemble avec Christophe Schröder du Bureau de liaison du Parlement européen au Luxembourg et avec Karine Bazenach du Centre européen des consommateurs. Nous avons aujourd'hui le plaisir je dirais, d'augmenter votre connaissance en relation avec un sujet qui nous concerne tous, tout le monde, à savoir les risques qui sont liés à l'achat en ligne de produits. Et c'est une situation qui se présente de plus en plus de 2 manières. Donc, depuis la crise Corona, on a développé cette manière d'acheter des choses vraiment de manière très accrue depuis 2020, je dirais. Et aussi maintenant, avec l'approche des fêtes de Noël, tout le monde se tourne vers ce moyen d'acheter des cadeaux pour sa famille et pour ses amis. Donc, il est de notre rôle d'instruire les consommateurs européens par rapport aux risques qui se présentent à eux. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui poursuit justement ce but. Et je suis donc très contente d'annoncer 2 panélistes qui sont des experts en la matière, à commencer avec Steve Muller. Steve, tu peux peut-être faire un petit signe de la main pour te faire reconnaître. Steve travaille au ministère de l'économie. Il est spécialiste en cybersécurité à la direction du commerce électronique et de la sécurité de l'information. J'espère que j'ai bien fait la présentation de ta fonction. Et ensuite, on souhaite également la bienvenue à Monsieur Emmanuel Kessler d'Europol. Donc, c'est notre invité avec un background européen qui attirera également votre attention sur tous les risques liés à l'achat en ligne à partir d'une perspective européenne. Donc, on aura à la fois la perspective nationale et la perspective européenne et on espère que vous sortirez tous beaucoup plus instruits de ce webinaire et donc je crois que d'ici 1 heure, suite aux présentations des 2 panélistes et suite à la session de questions-réponses, vous serez enfin prêts pour faire vos achats en ligne en vue de la période de Noël en pleine connaissance de cause. Et avec ça, je passe la parole à Christophe Schröder du Bureau de liaison du Parlement européen au Luxembourg. Christophe, la parole est à toi. Merci beaucoup, Anne. Bienvenue chez le Goedemiddag à la C'est avec un très grand plaisir que je vous ai tous et toutes la bienvenue à ce webinaire. On est le 25, on est le 15 décembre. Il nous reste, si je compte bien, encore 10 jours jusqu'à Noël. Donc, si vous êtes comme moi et que, si vous n'avez pas encore acheté tous les cadeaux de Noël, il y a un petit effort à faire de notre côté et il faut être un peu prudent s'il s'agit d'acheter là
les produits les meilleurs marchés en ligne. On est aujourd'hui ici pour vous s'instructer un peu à quoi il faut faire attention. Je suis actuellement aussi dans la situation qu'on avait commandé quelque chose et que quelque chose aurait dû être livré déjà il y a une semaine. Je ne sais pas si vous êtes dans la même position, mais je crois qu'aujourd'hui, vous allez là entendre un peu quelles sont vos options et à quoi vous auriez dû faire attention avant de cliquer. Si nous parlons aujourd'hui de la sécurité lors des achats en ligne, il faut aussi prendre en compte que le Parlement européen et le Conseil avaient adopté en 2019 une directive qui justement renforce notre situation en tant que consommateur. Cette directive pour combattre la fraude en ligne a dû être transposée par les États membres en 2021 et on verra déjà si cette nouvelle loi a un impact sur ce que et la manière dont nous achetons maintenant avant Noël. Je suis actuellement à Strasbourg. Sachez que le Parlement européen est en train de voter, juste alors que nous sommes ici dans ce webinaire, une nouvelle loi qui devrait limiter les pratiques déloyales des grandes plateformes en ligne. Si, par exemple, vous allez maintenant dans un moteur de recherche, vous recherchez un article, il se peut que pour le moment, cette plateforme va vous indiquer un article sur leur propre plateforme de vente, alors qu'il y a peut-être d'autres offres ailleurs qui sont moins marché, bien meilleur marché. Et c'est quelque chose qui sera illégal une fois que cette nouvelle directive est adoptée. Le Parlement et le Conseil, avec le soutien de la Commission, vont aussi renforcer la sécurité sur les plateformes, vont créer plus de transparence sur ce que font les algorithmes et ce qu'on voit aussi dernièrement au Luxembourg où les fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Là, on aimerait aussi mettre les plateformes un peu plus en responsabilité. C'est une autre loi qui a été votée dans la commission du Parlement européen ce lundi, qui sera votée en plénière en janvier. Vous voyez, alors qu'on a déjà des lois en place, la protection de nous en tant que citoyens, de nous en tant que consommateurs, sera davantage renforcée et avec le Centre européen des consommateurs, avec la représentation de la Commission, nous allons vous informer et vous tenir aussi informés dès que ça soit d'application chez vous, dès que ça nous concerne en tant que citoyens. Avec cela, je redonne la parole à ma collègue Anne de la représentation de la Commission et je vous souhaite tous une midi intéressant. Posez vos questions, surtout si vous avez là aussi des cas concrets. Et sinon, je compte sur l'expertise des experts qui sont avec nous, qui vont nous guider là vers les bonnes astuces. Merci d'être avec nous et une très bonne midi. Merci beaucoup, Christophe. Et merci aussi pour cette vue dans l'actualité du Parlement européen. Donc, c'est toujours bien d'avoir un aperçu de ce qui se passe à Strasbourg. Je crois que tout le monde apprécie ces informations à chaud. Merci beaucoup. Je passe donc maintenant la parole à Steve Muller, qui nous apprendra à travers une présentation PowerPoint très, très bien faite, je dois dire, quelles sont les pratiques qui sont utilisées pour vous induire en erreur, comment les détecter, comment se protéger contre ces manœuvres frauduleuses à toutes les étapes lors d'un achat en ligne. Et aussi, que faire si la fraude a eu lieu pour limiter les dommages. Steve, the floor is yours. Merci Yann. Donc, moi, je vais commencer par le mensonge le plus grand, le plus important sur Internet. C'est oui, je lis les conditions générales. Et comme Christophe Schröder a dit déjà, il y a déjà des grands changements au niveau légal qui sont en train d'être faits. Ça, c'est bien, ça, c'est très, très bien. C'est juste parfois les criminels, ils sont pas trop impressionnés par les lois et ils essaient quand même de faire de l'argent. Donc, ce que moi je voulais faire, c'est un peu donner un aperçu sur toutes les pratiques ou les pratiques les plus, disons, connues que les criminels font et comment on peut disons, plus facilement se protéger de ça.
Donc, l'idée, c'est de parcourir un peu le trajet qu'on fait pendant un achat en ligne. Donc, en général, on commence par, oui, on a un article en tête, un produit en tête, on aimerait l'acheter. D'abord, on va chercher déjà un magasin pour voir qui offre l'article. En général, on en crée un compte avant qu'on puisse procéder au paiement et recevoir l'article. Donc, passons par les différentes étapes. Donc, déjà, pour le choix du bon magasin, là, on peut déjà faire quelque chose. En général, ce que les criminels essaient de faire, c'est déjà, par exemple, de vous vendre des produits non originaux. C'est quelque chose qu'on connaît du monde réel. Par exemple, les marchés sur les destinations touristiques, bah, il y a toujours quelqu'un qui essaie de vendre je sais pas, des chaussures ou des articles de luxe qui sont pas réels. Sur Internet, ça se fait aussi. Et par exemple, il y a plein de shops en ligne qui vendent des produits de marque ou produits de luxe, mais les criminels essayent aussi parfois de vous vendre des articles, mais ils ne livrent pas. Donc, en fait, vous payez de l'argent sans jamais rien recevoir. C'est surtout le cas pour, par exemple, des tickets, pour des festivals, et c'est souvent le cas aussi pour les plateformes, disons, pas officielles de vente, mais plutôt, disons, les réseaux sociaux comme Facebook ou même eBay, où les gens essayent voilà, de vendre des tickets, disons, faux. Mais c'est aussi le cas pour les cartes cadeaux, par exemple. C'est surtout les jeunes qui sont ciblés par ce genre d'attaque. Mais parfois, c'est aussi des produits réels. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple que moi, j'aime bien. C'est un petit disque pour l'ordinateur, un disque très vite, un SSD. Et en fait, l'article qui a été livré, c'était juste une platine verte, quoi. Alors que normalement, bah, l'article ressemble à ça. Donc là, il y a vraiment une certaine énergie criminelle aussi pour montrer par après, oui, mais j'ai livré un article et c'est à vous de montrer par après que en fait, l'article n'était pas le bon. Donc la question primordiale qu'on doit se poser avant qu'on choisit un magasin, c'est est-ce qu'on peut faire confiance au site? Là, on a plusieurs moyens. Le premier ou le moyen le plus simple, en quelque sorte, c'est déjà de voir qui est derrière le site. Je dois avouer, bah, c'est des informations qui se trouvent sur le site, donc c'est des informations que le propriétaire du site a mis lui-même. Mais déjà, c'est un bon indice si vous ne trouvez pas d'informations du tout, que c'est un site plutôt dubieux. Donc, où est-ce que vous trouvez ça? Ben, en général, c'est en bas de page, ça s'appelle oui, Impressum, Imprint, conditions générales de vente, contact, et ainsi de suite. Donc là, en général, vous trouverez le nom de l'entreprise et une sorte de numéro TVA, sécurité sociale, quelque chose, et une adresse. Et si cette information est présente, c'est déjà un bon signe. Pour les plus paranoïdes, ils peuvent aussi, par exemple, regarder sur Google Maps et juste taper l'adresse et voir qu'est-ce qui est sur cette adresse. Donc, est-ce qu'il y a vraiment l'entreprise qui est enregistrée sur l'adresse ou pas? Un autre moyen qu'on peut faire, c'est vérifier la réputation du site. Donc, il y a tout un tas de certificats qui existent, qui en font des background checks des différents shops. Donc, par exemple, un des plus grands, c'est Trusted Shops. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils affichent un petit logo sur le site. Mais là, il faut faire attention que, en fait, même les sites faux, les criminels, ils affichent aussi ce logo. C'est juste une image, quoi. Donc, il faut bien s'assurer de cliquer sur cette image et pour voir vraiment si on est redirigé vers le site de Trusted Shops qui garantissent l'authenticité du site en question. Il y a d'autres systèmes comme le Web of Trust. Ça, c'est plutôt un service qui est opéré par la communauté. Donc là, chacun peut en quelque sorte évaluer ou écrire un commentaire sur un site. Il y a aussi un bon moyen où les criminels sont plutôt, où ils ne pensent pas, disons, c'est la plupart des sites, disons, fake, ils n'existent que pour un certain temps limité. Donc, où ils changent souvent de nom de domaine ou quelque chose. Donc, il est très intéressant de voir, est-ce que le site que je visite maintenant, est-ce qu'il existe, par exemple, déjà depuis plus de 3 ans? Bah, j'invente, quoi. Et
En fait, vous avez probablement entendu sur Internet, l'Internet n'oublie rien. Et en fait, il y a un service qui s'appelle Internet Archive, donc l'archive d'Internet, où vous pouvez voir à quoi ressemblait un site dans le passé. Donc, par exemple, si je tape letshop.lu, ils me disent que bah, le site, ils font c'est une sorte de screenshot qu'ils font en quelque sorte. Ils font les screenshots depuis 2018 à peu près, et on peut voir les différents, disons, captures d'écran du site dans le passé. Donc là, si vous voyez, bah, oui, le site existe déjà depuis longtemps, ça est toujours Let's Shop. Il y a une forte chance que le site effectivement est authentique. Pour la deuxième étape, donc même à partir du moment où on sait que oui, on fait plutôt confiance en site, en général, on doit créer un compte. Et les comptes sont très intéressants pour les criminels parce que, surtout sur les sites d'achat en ligne, bah, les comptes, ils disposent de tout moyen de, disons, de paiement, donc carte crédit, peut-être des mandats bancaires ou même un crédit vous-même. Par exemple, si vous êtes sur Amazon, vous pouvez charger votre compte avec un crédit. Et les criminels, ben, s'ils ont accès au compte, ils peuvent d'abord faire des commandes dans votre nom et les livrer à leur adresse. Ou alors, bien sûr, ils volent les données bancaires pour alors, et là c'est plutôt dangereux, la plupart des gens pensent qu'ils volent de l'argent, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils vendent aussi les données bancaires sur Darknet pour que d'autres puissent vous voler de l'argent. Et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que le moment où vous remarquez que votre compte a été arnaqué, en général, bah, vous laissez bloquer les cartes bancaires. Si les informations sont vendues sur le Darknet, vous ne vous rendez pas compte immédiatement. Donc, vous vous dites, oui, OK, mes cartes bancaires ne sont pas impactées, donc je ne laisse pas verrouiller mes cartes, par exemple. Alors qu'une ou deux semaines plus tard, vous perdez de l'argent. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut y réfléchir aussi. En fait, l'élément clé pour arnaquer votre compte, c'est votre mot de passe en général. C'est pourquoi il faut faire en sorte qu'ils soient soit donc premier fort. Fort, ça veut en général dire long. Donc à partir d'une certaine taille, et aujourd'hui on recommande 12 caractères, un mot de passe est considéré comme fort. Pour les pros, en fait, ce qu'on peut faire, c'est par exemple inventer une phrase comme il n'y a pas de fumée sans fumeur. Et là, vous utilisez ça comme mot de passe. En général, elle est très longue et vous avez des caractères spéciaux automatiquement déjà. Et ce qui est aussi très important, c'est utiliser des mots de passe différents sur les différents sites. Pourquoi c'est important? Bah, ce qu'on a perçu, c'est que les criminels font, en fait, ils créent des sites eux-mêmes. Par exemple, des jeux pour le téléphone mobile. Et pour la plupart des apps ou des jeux, ce qu'on doit faire, c'est bah, ils demandent de créer un compte. Et là, si on télécharge l'application, on se dit, oh non, je dois de nouveau créer un compte. Je vais prendre mon adresse email normale et mon mot de passe par défaut, quoi. Le problème, c'est à ce moment-là, vous fournissez votre adresse email et votre mot de passe par défaut à des criminels. Donc, la première chose qu'eux vont faire, c'est bah, voir si cette combinaison fonctionne aussi pour les différents sites. C'est pourquoi c'est très important que pour les sites disons, importants, comme les achats en ligne, que là, vous utilisez un mot de passe qui est différent des autres. Il y a un outil qui vous aide à gérer tout ça. Ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe, un password manager. Et en fait, c'est une application où vous pouvez rentrer tous vos mots de passe et vos noms d'utilisateurs. Et ils fournissent tout un tas d'outils pratiques, comme par exemple, vous pouvez faire du copy-paste. Ils ont même une sorte auto-type, donc ils tapent votre mot de passe automatiquement. Donc, vous n'avez ni besoin de retenir vos mots de passe, ni de les taper vous-même. Ils ont aussi d'autres avantages. Par exemple, ils créent aussi des mots de passe pour vous. Donc, c'est automatiquement des mots de passe compliqués qu'on ne peut pas retenir, mais peu importe, c'est le gestionnaire qui le retient, donc ce n'est pas aussi grave. Comme j'ai dit, ils font leur connexion automatique et ce qui est important aussi, ils vérifient aussi en quelque sorte l'authenticité du site. Donc, même si vous êtes sur un faux site, le gestionnaire de mot de passe va reconnaître ça, il ne va pas taper votre mot de passe parce qu'il compare en fait l'adresse du site et pas l'apparence.
L'avantage du gestionnaire de mots de passe, c'est en fait que tous les mots de passe sont chiffrés sur votre hard disk, sur votre ordinateur. C'est contraire à ce que Firefox ou Chrome, par exemple, font, parce que là aussi, vous avez la possibilité de stocker les mots de passe, mais là, les mots de passe sont stockés en clair sur votre ordinateur. Donc, si un hacker, par exemple, ou un virus atteignent sur votre ordinateur, en fait, ils peuvent lire tous vos mots de passe, et ça, c'est plutôt pas bien. Donc, il faudrait utiliser un gestionnaire mot de passe. Il y a plusieurs alternatives. Donc, il y a soit ceux qui fonctionnent hors ligne. Donc, ils stockent tous vos mots de passe dans un fichier que vous pouvez mettre sur votre ordinateur, sur une clé USB. Il y a aussi des options en ligne. Donc là, c'est pratique pour synchroniser, par exemple, les mots de passe entre vos appareils, un smartphone, un ordinateur. Et bien sûr, les mots de passe sont aussi chiffrés en ligne. Donc, les différentes solutions, là, les opérateurs, ils ne peuvent pas lire vos mots de passe, c'est bien entendu. Il faut quand même avoir en tête, donc même si les criminels, si vous avez un bon mot de passe, les criminels peuvent quand même le voler. C'est pourquoi c'est important d'avoir une authentification forte. Vous le connaissez par exemple du e-banking. Il faut taper une chaîne de caractères à 6 chiffres que votre token génère. Il y a la même chose aussi pour une application. Ça s'appelle un authenticator que vous pouvez télécharger dans les App Store. C'est le même principe et c'est simple de l'activer. Vous vous rendez sur le site, vous activez l'authentification forte dans les paramètres. Il vous présente un code QR que vous scannez à l'aide de l'application et c'est fini. Donc, c'est super simple à mettre en place. Et là, vous gagnez beaucoup en sécurité. La troisième étape, c'est le choix du produit. Là, il n'y a pas beaucoup à dire parce que vous dites, sur Internet, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il y a d'autres gens qui écrivent des commentaires, des reviews même, ou qui font du rating, 1,5 étoiles. Et c'est simple d'avoir une opinion sur le produit. Il faut quand même faire attention, il y a beaucoup de fausses opinions sur Internet. Donc, les criminels, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent des commentaires automatiques par ordinateur pour qu'un article semble être bon alors qu'il n'est pas. Ça, c'est un exemple que moi, personnellement, j'ai reçu. J'ai commandé quelque chose sur un site en ligne et en fait, le vendeur m'a mis une petite carte dessus. Il me dit, ah oui, mais si vous me donnez un bon rating, 5 étoiles, je vous promets une carte cadeau Amazon. Donc, en fait, c'est une opinion achetée en quelque sorte. Et c'est apparemment une bonne pratique sur Internet. Pour tout ce qui est évaluation d'articles, il faut savoir qu'il y a le plaçage produit. Donc, même si vous êtes sur YouTube et quelqu'un dit, oui, ça c'est un excellent article, il se peut que cette opinion soit aussi achetée par le producteur. Passons à l'étape la plus importante, c'est le paiement en ligne. C'est sous-entendu, les criminels sont derrière vos données bancaires pour vous voler de l'argent, mais aussi par exemple derrière vos mots de passe pour l'e-banking et parfois aussi pour le session e-banking. Donc si vous vous connectez à votre banque en ligne, vous ouvrez une session chez la banque et cette session-là peut être volée aussi. Comment ça se passe? Donc, il y a plusieurs options. Soit les criminels utilisent des faux sites ou des faux emails pour vous mener vers un site faux. Vous tapez par exemple votre mot de passe. Soit ils procèdent par un virus pour voler votre session ou ils hackent les sites directement pour avoir les données bancaires que vous avez stockées sur le site directement du site. Donc, il y a plusieurs moyens de vous protéger. Premium, c'est déjà pour tout ce qui est paiement en ligne. Si vous avez une application mobile sur votre téléphone, c'est plus simple de regarder régulièrement quelles sont les dernières transactions qui ont été faites. Certaines applications ont même l'option d'activer les notifications. Donc, vous êtes notifié chaque fois qu'un paiement se fait. Et si vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des transactions bizarres, avertissez immédiatement votre banque. Il y a aussi l'option 3D Secure. Et en fait, 3D Secure, c'est un mécanisme un peu nouveau. Autrefois, on a eu juste besoin de votre carte crédit et peut-être le chiffre de vérification pour faire des paiements en ligne. Avec 3D Secure, en fait, vous êtes demandé à chaque transaction de nouveau de l'authentifier. Au Luxembourg, ça se fait par le token LuxTrust. Et en fait, ils vous affichent alors un message personnel, une image personnelle aussi, pour que vous puissiez être sûr que vous êtes vraiment sur le site de votre banque et pas sur un site faux.
Troisièmement, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des cartes prépayées. Certaines banques offrent ça. Là, bien sûr, vous pouvez uniquement, le risque maximal que vous pouvez perdre, c'est le montant que vous avez prépayé sur la carte. Ça, c'est très simple. Il y a aussi des cartes virtuelles. Donc, ça, c'est une carte crédit qui existe uniquement dans votre smartphone. Et là, c'est enfin pratique parce que c'est un peu le principe de 3D Secure, mais à un niveau plus élevé. Donc, en fait, chaque fois qu'un paiement se fait, vous êtes demandé sur votre smartphone, pardon, si vous voulez l'autoriser ou pas. Et dernièrement, il y a aussi des cartes crédit virtuelles jetables. Et là, c'est super pratique parce qu'en fait, c'est l'application qui vous donne un numéro de carte crédit. Si vous achetez quelque chose en ligne, vous tapez ce numéro de carte crédit et le moment où le paiement se fait, la carte crédit est détruite et une nouvelle carte est produite. Donc, même si un criminel par après vole le numéro de carte crédit, il ne peut rien y faire parce que la carte crédit n'existe plus. Là, ça, c'est super pratique. Puis, dernièrement, ce que les sites font, ils vous communiquent par email, par exemple, qu'il y a eu la livraison est en cours de route ou il y a eu des problèmes de paiement. Et là, c'est par exemple un email que moi j'ai reçu de PayPal. C'est PayPal m'avait dit, attention, il y a eu un problème avec votre compte, quelqu'un a essayé de l'accéder. OK, moi je dis, OK, il faut faire attention. Ils disent, let us know. Donc, je clique sur le lien, PayPal s'ouvre, je vais taper mon mot de passe et je vais me loguer. OK, ça semble pas avoir marché. Je vais réessayer. Voilà. Et le moment où je me connecte sur PayPal, je vois, ah OK, il n'y a apparemment pas de problème. Il n'y a pas d'email frauduleux. Donc, probablement, ils ont résolu le problème déjà. Mais ce n'est pas le cas. Donc, revenons en arrière. La première chose qui doit sauter à notre œil, c'est en fait, celui qui a envoyé le mail, ce n'est pas PayPal. Il s'appelle PayPal, mais l'adresse derrière, c'est newsletter.com.eu, donc ce n'est pas PayPal vrai. Deuxièmement, en fait, si nous allons avec la souris sur le lien, en fait, il nous affiche l'adresse réelle. Et vous voyez, ce n'est pas paypal.com, mais c'est paypal.co. Et le moment où je clique dessus, c'est le browser qui va s'ouvrir, il va ouvrir le site paypal.co. Et en fait, c'est un site d'un criminel qui a mis un site en ligne qui a exactement la même apparence que PayPal. Donc pour moi, j'ai l'impression que oui, je suis sur PayPal. Je vais taper mes logins. Et en fait, le moment où je tape sur login, c'est les criminels qui vont recevoir mes données de login pour PayPal. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me rediriger vers le vrai site de PayPal. Donc pour moi, j'ai un peu l'impression, oui, OK, mais peut-être j'ai juste tapé le mauvais mot de passe. Mais ça m'arrive 5 fois par jour, donc c'est rien de spécial. Je vais réessayer et puis ça fonctionne. Donc pour moi, il n'y a rien de s'est passé, mais c'est à ce moment-là que les criminels ont eu le mot de passe. Puis pour conclure, en fait, bien sûr, si vous recevez le produit, là, ce n'est pas vraiment ma tâche à moi, mais vous êtes toujours un consommateur européen. Donc, même si vous achetez ailleurs, c'est toujours le droit de consommation européen qui joue. Vous avez certains droits. Par exemple, vous avez le droit de réparer les marchandises défectuées ou même retourner la plupart des articles après 14 jours. Mais là, c'est si vous avez plus de questions, si vous avez un problème avec un produit, je vous invite à contacter soit l'Union luxembourgeoise consommateurs pour tout ce qui est Luxembourg, soit le Centre européen des consommateurs pour tout ce qui est, disons, international européen. Et là, je pense qu'ils sont très compétents et ils aiment bien vous aider là-dessus. Voilà, si vous avez d'autres questions, je vous invite bien à poser des questions par après ou m'envoyer un email s'il y a une question qui vous vient à la tête plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie. Merci beaucoup, Steve. Je crois qu'on a tous appris énormément de choses de ta présentation. Vraiment, moi-même, personnellement, je sors de de ce webinaire beaucoup plus intelligente qu'avant. Merci beaucoup. Aux participants de ce webinaire, je lance l'appel
d'ores et déjà mettre dans le chat leur appréciation de la présentation de Steve Muller. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dès à présent, comme ça Steve peut s'y préparer par la suite. Et avec ça, je donne la parole à Emmanuel Kessler. Bonjour Emmanuel, je ne vais pas perdre plus de temps à vous présenter à notre audience parce que je crois qu'on est un tout petit peu en retard avec la présentation. Permettez-moi juste de vous dire que votre présentation va mettre l'accent sur la cybercriminalité dans toutes ses formes, donc au-delà de l'achat en ligne et aux différents modes opératoires que peut revêtir l'escroquerie en ligne. Je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup, Merci Emmanuel. beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est bon? Oui, tout à fait, tout va bien. Merci. Parfait. Eh bien, écoutez, beaucoup de très bons conseils, d'excellents conseils ont déjà été donnés par Steve Muller. Je vais essayer d'être complémentaire et d'apporter peut-être un éclairage plus européen, plus transverse, qui va pouvoir vous intéresser dans vos démarches. Je suis Emmanuel Kessler, donc je travaille au sein du Centre de lutte contre la cybercriminalité à Europol. Alors, il faut savoir que pour les policiers, les gendarmes qui travaillent sur ces attaques, il y a deux types de spécialistes qui vont travailler contre les cybercriminels. Il y a tout d'abord des spécialistes en cybercriminalité, il y a aussi des spécialistes en infractions financières. Ce sont deux spécialités sur lesquelles, je dirais, les enquêteurs vont travailler plus spécifiquement. Alors, mon propos d'aujourd'hui va vous présenter divers aspects de ces menaces. Je vais, dans un premier temps, vous parler un peu du contexte du Covid, du contexte général des menaces tel qu'il a été perçu par les services de lutte contre la criminalité au niveau européen. Je vous expliquerai aussi comment Europol, plus précisément, travaille sur ces menaces en coopération complète avec les services qui sont au niveau national. Ensuite, j'évoquerai dans un sens peut-être un peu plus large les escroqueries en ligne, de manière à vous donner un aperçu sur les modes opératoires des cybercriminels, comment ils pensent quand ils cherchent à vous arnaquer, comment ils se comportent, sur quels ressorts ils vont pouvoir essayer de jouer pour essayer de vous manipuler dans leurs tentatives délictuelles. En dernier lieu, j'évoquerai quelques conseils qui vont recouper complètement ce qui a déjà été présenté. Donc, dans un premier temps, nous allons maintenant passer à le point des menaces au niveau européen sur les arnaques en ligne. Alors, je vous invite pour ceux qui sont intéressés, à consulter le rapport d'Europol, qui est le rapport IOCTA, qui est accessible en ligne, sur la cybercriminalité, qui évoque notamment ces menaces. Alors, par contre, il est en anglais, donc c'est la seule petite limite linguistique, mais toutefois, pour ceux qui sont intéressés, il donnera un aperçu global sur les menaces qui ciblent les citoyens européens actuellement. Donc, c'est un rapport qui est préparé avec les services d'enquête et avec aussi des entreprises, de manière à vous donner un aperçu le plus global sur les types de menaces qui peuvent vous impacter. Donc ensuite, alors ce rapport, donc vous avez ici les principales tendances sur la fraude qui ont été soulevées par ce rapport. Donc les enquêteurs, les entreprises, notamment qui sont en partenariat avec Europol, ont constaté en 2021 une recrudescence de ce qu'on appelle le phishing, le hameçonnage. C'est l'exemple PayPal notamment qui a été évoqué précédemment, où on va chercher à avoir des informations sur vous avec un faux site, avec une fausse adresse. Je vais évoquer plus en détail ce type de mode opératoire ultérieurement dans ma présentation. Les criminels aussi utilisent de plus en plus, ont utilisé de plus en plus ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire quand ils ciblent une victime, ils vont chercher à récupérer des informations sur cette victime en consultant les réseaux sociaux au maximum. Certains criminels vont préparer leur attaque de cette manière, de façon à ce lorsqu'ils vous appellent, ils aient parfois énormément d'informations sur vous. Ça peut être les particuliers, c'est aussi vrai beaucoup sur les entreprises qui sont ciblées par ces cybercriminels.
Alors, dans le contexte de Covid, on a observé bien entendu une recrudescence des escroqueries en ligne de tout ordre que je vais développer. Le business email compromise, en fait, qui est une arnaque qui va cibler les entreprises, qui va viser à les manipuler et à obtenir des transferts. Le phishing, donc l'hameçonnage, donc par site internet, le smishing qui est l'envoi d'un message frauduleux, d'un email ou alors d'un texto. Et là, la règle d'or, c'est de ne jamais cliquer sur le lien qui est en annexe. Je vais expliquer pourquoi. Donc maintenant, sur fond de Covid, très clairement, comme chacun sait, il y a eu moins de voyages, beaucoup plus de confinement, beaucoup plus de commerce en ligne et beaucoup plus donc d'opportunités de fraude. Le téléworking aussi, le télétravail a été extrêmement utilisé comme opportunité par les cybercriminels, car cela augmente considérablement le nombre de victimes, le nombre de cibles potentielles pour eux. Les criminels, on cherche aussi parfois à cibler un peu plus les personnes âgées. Donc, ils cherchent à déterminer un peu leur profil de cible. Alors, ces actions criminelles ont bien entendu impacté tout ce qui est commerce en ligne. Donc, on a observé dans le contexte du Covid des fausses annonces sur l'achat de médicaments, l'achat de produits d'hygiène, de tests aussi, de tests Covid. Ça a été très observé au niveau européen par Europol en partenariat donc avec les services d'enquête et les entreprises. Ainsi également, les criminels ont aussi augmenté leurs activités en termes de vente de produits de contrebande, de produits contrefaits, donc de faux produits, de faux médicaments. Ça a été une pratique qui s'est développée. Alors, la fraude à la livraison, qui a déjà été évoquée, a considérablement augmenté lors de cette deuxième année de Covid. Vous commandez quelque chose, vous ne le recevez pas, et donc ça, ce sont des faits qui se sont multipliés. Parfois, les cybercriminels se sont présentés comme un service de livraison, en prétendant que vous avez un colis qui est disponible, veuillez cliquer sur le lien pour obtenir ce colis. Et donc là, ils jouent sur le mécanisme de curiosité, ou peut-être parfois, bien entendu, vous avez commandé quelque chose et le hasard fait que vous allez cliquer sur le lien avec un risque que le criminel cherche à récupérer vos informations pour les utiliser à votre dépens. Donc, c'est aussi donc toujours un souci de méfiance et de vigilance à ce sujet. Un autre mode opératoire qui a été constaté aussi au niveau européen, c'est ce qu'on appelle l'arnaque à la fausse qualité. Parfois, les criminels vont se présenter comme des policiers, comme des gendarmes, et vont prétendre: «Cher monsieur, chère madame, votre site a été craqué, veuillez cliquer sur le lien, on va vous aider à résoudre la situation». Et là aussi, attention, c'est très vite, ce sont bien souvent des arnaques, et là aussi il y a lieu d'avoir la plus grande vigilance sur ce type de messages qui sont pour le moins inhabituels, et ça ne correspond pas aux pratiques professionnelles des forces de l'ordre. D'autres menaces ont été constatées au niveau du Covid, mais je ne veux pas les développer, elles sont un peu particulières en termes de rançongiciel ou d'atteinte aux mineurs, mais c'est toute autre question. Après cette présentation, je vais maintenant vous présenter concrètement quelle est l'approche opérationnelle européenne sur ce type de menace. Alors, au niveau d'Europol, il y a donc un centre de lutte contre la cybercriminalité qui va travailler pour sécuriser le commerce en ligne. Il y a un centre financier qui va travailler aussi plus spécifiquement sur les escroqueries en ligne. Donc, Europol va travailler selon un mandat. Donc, on va apporter un soutien aux services enquêteurs des pays membres, dont les services luxembourgeois. Dès le moment où une enquête est à un niveau international et travaille sur du crime organisé ou du terrorisme, les services des pays membres, la police luxembourgeoise, va pouvoir nous contacter pour puisse l'assister à organiser cette enquête internationale. Ces enquêtes commencent par des signalements, par des plaintes, d'où l'intérêt
Si jamais on constate une arnaque, on constate un problème, l'intérêt est bien entendu de signaler ces faits à la police la plus proche, et donc de manière à ce que l'enquête puisse pouvoir débuter et qu'on puisse essayer aussi de recouper, de regrouper les faits pour identifier les cybercriminels qui généralement se livrent à une fraude massive. Ils utilisent le spam, ils vont contacter de nombreuses victimes et sur la masse, ils vont escompter que certaines seront moins vigilantes ou vont être manipulées avec plus de succès. Donc ça, l'un des problèmes de la cybercriminalité actuellement. Europol travaille de manière, alors va couvrir les enquêtes, va les assister, et on va fournir une aide en termes opérationnels, donc direct aux enquêtes. On va fournir une aide technique aux enquêtes en faisant de l'analyse de contenu lorsqu'on interpelle les cybercriminels. On va analyser leur ordinateur pour prouver que ce sont eux qui ont commis des faits. Et on va aussi travailler au niveau un peu plus stratégique en termes de prévention. Je vais y revenir. Nous avons un partenariat avec le secteur bancaire, notamment pour lutter contre les fraudes. Dernièrement, l'année dernière, on a procédé dans le cadre du Covid à l'analyse de sites frauduleux pour pouvoir les désactiver. On s'est livré à une grande opération internationale en partenariat avec Interpol, donc qui a impliqué près de 90 pays dans le monde entier sur cette menace des faux sites qui ont été ouverts dans le contexte du Covid pour pouvoir, qui cherchaient à arnaquer les citoyens. Alors, Europol travaille aussi sur le e-commerce, mais sous l'angle de la protection des vendeurs, car certains cybercriminels vont commander, à l'inverse, des produits avec des fausses données bancaires ou plutôt des données bancaires qui ont été dérobées. Et là, nous organisons des actions opérationnelles de manière à identifier ces individus au maximum et à pouvoir les interpeller pendant plusieurs semaines. On organise ces actions et donc, on a la toute dernière a eu lieu au mois d'octobre avec 18 pays. On a interpellé 45 cybercriminels qui se livraient à des fausses commandes aux dépens des entreprises avec des données bancaires qui avaient été dérobées. Europol se livre aussi, bien entendu, à des actions de sensibilisation. Alors, elles sont cibles, elles sont adressées au grand public. Je vous invite donc à vous connecter pour avoir connaissance de ces contenus. Ce sera pleinement complémentaire par rapport à donc cette intervention. Les liens figurent à la fin de ma présentation et ils seront disponibles, bien entendu. Maintenant, on va aller directement sur les escroqueries en ligne plus spécifiquement. Je vais les évoquer de manière à vous expliquer comment le cybercriminel intervient pour essayer de vous manipuler. Et donc, on a tout d'abord comme type d'arnaque pour lesquelles vous pourriez être éventuellement victime, ce qu'on appelle l'arnaque à l'investissement. Alors, c'est un peu différent de ce qui est commercial, mais là, vous pourrez recevoir un mail ou qui vous présentera des opportunités d'investissement sur le forex, actions, obligations, crypto-monnaies, métaux rares, les investissements fonciers à l'étranger. C'est souvent un appel non sollicité. On vous promet un investissement sûr avec des gains rapides et importants. L'offre est limitée dans le temps et l'offre ne vaut que pour vous et vous ne devez pas la partager. Alors, face à ce genre d'offre qui sent le soufre véritablement, que faire? Vous demandez un conseiller financier avant de vous livrer à quoi que ce soit, vous demandez un conseil extérieur. Ne donnez pas suite à ces appels importants qui proposent ces opportunités en règle générale, mais méfiez-vous des promesses qui sont soi-disant sûres avec des gains très importants garantis. Et si jamais vous avez été victime une fois, restez méfiant car les escrocs essayeront de vous cibler à nouveau ou alors de vendre vos informations à d'autres criminels. En tout état de cause, contactez la police pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème. L'autre cas d'arnaque qui peut avoir lieu en ligne, on appelle ça le hameçonnage bancaire. Alors, ce sont des courriels que les escrocs vont envoyer pour inciter les destinataires à partager leurs données personnelles, leurs données financières ou de sécurité et donc les mots de passe, tout ce qui est donné de carte bancaire.
Ces courriels vont ressembler beaucoup aux correspondances légitimes avec le même logo, la même trame, le même discours. Et ces courriels vont vous inviter à télécharger un document attaché ou à cliquer un lien. Alors là, premier réflexe à avoir, déjà être sûr d'avoir un antivirus à jour, d'avoir Microsoft, d'avoir les logiciels d'exploitation qui sont à jour. Prenez le temps d'examiner la demande malgré l'urgence écrite. Gardez-vous toujours du temps pour ça. Soyez vigilant si un courrier bancaire vous demande le mot de passe de compte en ligne. Ça, généralement, ça semble très bizarre. Contrôlez aussi les fautes d'orthographe et de grammaire dans les courriers. Vérifiez les adresses avec les messages habituels de votre banque. Faites des comparaisons. Ne répondez pas à un courriel suspect et contactez votre banque par vos propres moyens, vos moyens habituels, sans cliquer sur un lien de téléchargement qui pourrait figurer dans ce courriel. Voilà, ça, ce sont des règles de base sur ce type d'arnaque. L'autre arnaque, c'est le hameçonnage des données personnelles. Cette fois-ci, par texto, on va vous envoyer donc un texto qui va vous demander de cliquer sur un lien ou d'appeler un numéro pour vérifier, actualiser et réactiver votre compte bancaire. Mais ce lien aboutit en fait à un faux site bancaire où l'appel vous met en relation avec un escroc qui va prétendre être une banque, qui va en fait chercher à capter vos données confidentielles et qui tentera de vous faire réaliser une transaction, un virement bancaire. Alors ne cliquez pas sur ces liens, ne téléchargez pas de documents parce qu'ils peuvent contenir des malwares, hein, qui peuvent introduire un virus au sein de votre ordinateur ou de votre portable. Faites des vérifications en fait avant de répondre et ne fournissez pas de code PIN, de mot de passe ou d'autres données de sécurité dans ce cadre-là. Et contactez immédiatement votre banque si vous avez des doutes sur une demande. L'autre arnaque, est bien entendu le faux site bancaire. Dans ce cas-là, les courriels d'hameçonnage vont contenir des liens vers des faux sites bancaires où on va vous demander de manière très classique toujours les données financières et personnelles. Ils peuvent apparaître sous la forme de fenêtres pop-up qui vont apparaître à l'écran subitement et en fait, ce sont des moyens qui ne sont absolument pas utilisés par les vraies banques. Donc ça, c'est un élément pour identifier une tentative d'arnaque. Et parfois, ils peuvent contenir des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, donc il faut rester vigilant aussi sur ces petits signes qui vont vous aider. Donc, ne cliquez pas sur ces liens pour aller sur ces sites. Tapez vous-même si vous voulez contacter quelqu'un, enfin une banque, tapez vous-même sur la barre d'adressage donc votre adresse habituelle de contact. Utilisez un navigateur bloquant les pop-up et restez en contact avec votre banque en cas de doute. Le hameçonnage par téléphone, enfin, le fraudeur va vous appeler, il va chercher à obtenir vos données personnelles, financières ou de sécurité, va vous demander un transfert d'argent. Là, déjà, c'est aussi des signes qui peuvent vous alerter de manière très claire. Faites-le patienter, ne répondez jamais tout de suite. Rappelez par vos propres moyens vos sources habituelles pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un vrai numéro. Car parfois, même les escrocs peuvent avoir une partie de vos données personnelles qu'ils ont récupérées d'une manière ou d'une autre. Il y a parfois des fichiers clients qui peuvent être attaqués et obtenus dans le cas de cyberattaques plus larges. Donc restez méfiants, même si cet interlocuteur dispose déjà de certaines de vos données personnelles comme votre adresse, votre nom, votre prénom. En règle générale, ne communiquez pas vos codes de carte crédit, mot de passe de banque en ligne. Ce n'est jamais demandé, enfin les mots de passe de banque en ligne ne sont jamais demandés en ligne très clairement et donc ce sont des règles de base. Enfin, maintenant, pour avoir ce zoom sur les commandes en ligne, quelques conseils que je vais répéter. En règle générale, bien entendu, les offres sensationnelles, bien en deçà de la valeur moyenne du prix sont toujours à prendre avec quelques précautions. Si vous avez aussi un pop-up qui vous annonce que vous avez gagné un prix attention aussi à ne pas cliquer sur un lien qui vous amène vers un logiciel malveillant. Acheter à des sources sûres, ça c'est un conseil que l'on prodigue, donc des marques et des boutiques dont vous avez l'habitude, des sites reconnus comme eBay, Amazon, des sites marchands dans l'Union européenne, sachant qu'ils vont vous apporter plus de garanties de recours en cas de litige.
vérifiez les avis clients et faites des recherches. Alors les avis clients avec la précaution, parce que certains avis clients peuvent être de faux avis clients, comme cela a déjà été évoqué. Vérifiez sur votre compte aussi les dépenses récurrentes. Si jamais une des dépenses apparaît subitement tous les mois et dont vous n'avez pas dont vous n'arrivez pas à vous expliquer l'origine, il peut y avoir une raison de s'inquiéter, de vérifier. Utilisez aussi une carte de crédit lors de vos achats en ligne ou le 3D Secure, qui est un des dispositifs les plus sécurisés. Évitez les sites d'achat en ligne qui ne demandent pas d'authentification complète, qui ne demandent pas de code de sécurité Visa. Ça aussi, si vous commandez de manière plus internationale, il y a une règle de vigilance à avoir par rapport à ces sites lointains. Assurez-vous aussi que le transfert de données est correctement protégé. Ça, en termes de cybersécurité, c'est très important. Lorsque vous naviguez sur Internet, cherchez le symbole du verrou dans la barre URL. Utilisez des protocoles donc de sécurité qu'on appelle HTTPS ou SSL. En règle générale, évitez aussi d'utiliser le Wi-Fi public ouvert et gratuit, parce que là, il y a une interruption en termes de cybersécurité, où vos données peuvent être accessibles à de nombreuses personnes. C'est un risque. Et en règle générale, gardez aussi votre antivirus à jour, vos systèmes d'exploitation à jour. N'envoyez jamais vos coordonnées bancaires dans un mail qui ne soit pas protégé. Ce sont des règles de base, en effet. Voilà, j'ai rappelé très brièvement ces différents conseils et je vous remercie et je reste à votre disposition pour de plus amples questions. Merci. Un tout grand merci à Emmanuel Kessler pour ces nouveaux recommandations très utiles et je dirais aussi complémentaires par rapport à celles déjà fournies par Steve Muller. Donc, je trouve que ces deux présentations, c'est une très belle illustration d'un engagement fort et complémentaire à la fois du Luxembourg et de l'Union européenne pour protéger les intérêts et les droits des consommateurs. Et je crois qu'on on sortira tous euh, beaucoup plus informés de ce webinaire. Donc, notez également l'importance que nos deux experts ont mis sur l'importance du rôle actif que vous-même, en tant que consommateur, pouvez jouer pour être bien informé et bien protégé. Donc, je reprendrai ici quelques mots-clés. Donc, méfiance, vigilance et prudence. Et rien qu'un consommateur bien informé, ça vaut vraiment, beaucoup. Donc, je vois maintenant que les gens s'activent déjà dans notre chat box. Si vous voulez poser des questions, vous avez donc 2 possibilités pour le faire. Comme j'ai dit, donc via la chat box que vous avez déjà utilisée, mais également, en utilisant la fonction main levée. Donc c'est la petite main que vous voyez en bas de votre écran. Ça me permettra de vous visualiser et de vous donner la parole si vous voulez poser vos questions avec le son et également avec l'image si vous souhaitez. Donc, à vous de choisir. Je vais peut-être, pour commencer, aller voir dans la chat box les questions qui ont été posées. Et j'ai vu que Steve Muller a déjà répondu à certaines de ces questions. Maintenant, oui, ça se bouscule. Steve, est-ce que, tu as pu répondre à toutes les questions ou est-ce qu'il y a des questions qui nécessitent encore une réponse, peut-être également de la part d'Emmanuel? Je laisse aux experts le soin de répondre. J'ai vu que en fait, j'ai répondu à la question, mais que j'ai pas envoyé le message à tout le monde. Donc, par défaut, c'est écrit envoyé juste aux panélistes. Donc, c'est pas tout le monde qui, qui l'a répondu. Donc, je voulais juste dire, la question se posait si on tape retenir mon mot de passe, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, c'est un peu pareil que pour les concerts dans le monde réel. Et en fait, la première fois que vous passez en caisse, il vous donne un petit bracelet. Et à l'aide de ce bracelet, vous pouvez quitter le campus et revenir sans passer par la caisse parce qu'il voit, ah oui, vous avez un bracelet, c'est bon, vous avez payé. Et en fait, si vous cochez la petite case retenir mon mot de passe,
le site va vous fournir aussi une sorte de bracelet qui va être stocké sur votre ordinateur. C'est les fameux cookies, en fait, pour ceux qui se connaissent. Et en fait, à l'aide de ce bracelet, votre ordinateur va s'identifier à chaque moment où vous revisitez le site par après. Donc, en fait, c'est sécurisé parce que c'est uniquement sur votre ordinateur tant que pas d'autres personnes aient accès sur l'ordinateur. Donc, par exemple, si vous êtes sur un ordinateur public, je le déconseille de le faire. Et il faut aussi se méfier un peu des virus. Donc, un virus, par exemple, peut voler ces identifiants qui sont stockés sur l'ordinateur. Donc là, faites en sorte que vous avez un antivirus qui est à jour. Donc, dans ce cas-là, normalement, tout est bien. Mmh. Et Emmanuel, il répond que les VPN sont sécurisés. En effet, la seule précaution, c'est de s'assurer d'un VPN reconnu. Voilà. Monsieur, Robert Lamer, il a posé la question si, notre échange est enregistré. Je peux le confirmer. Par contre, il faudrait que je demande à Marc Oyuch, de quelle manière les participants peuvent revoir tout ce qui vient d'être dit. Parce qu'effectivement, toutes les recommandations ne sont pas apparues telles quelles, sur l'écran. Donc, si on veut les réécouter, ce serait intéressant de pouvoir le faire. Marco, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, tout à fait, en effet. Ma collègue Charlotte, a également fourni des précisions à ce sujet. Oui, donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question, de vive voix? J'essaye de voir un peu s'il y a des mains levées. Je ne vois rien. Karine, est-ce que toi, tu vois quelqu'un qui lève la main? Non, non, Anne, je vois pas. Marco peut-être encore, mais non, je vois pas. Non. Non. Mais on a eu beaucoup de questions ici dans le chat. Quelles questions n'ont pas encore été, adressées? Si je peux me permettre, Oui, je voudrais oui. peut-être demander à Steve, parce que c'est juste par expérience personnelle que je n'ai pas encore utilisé les cartes de crédit virtuelles. J'aimerais juste, si vous pouvez juste me donner quelques informations supplémentaires, ça serait bien. Je les trouve sur via quel site ou... En fait, c'est certaines banques qui le supportent. Donc, malheureusement, au Luxembourg, il n'y a pas autant de banques qui le font. Donc, moi, je ne connais aucune, mais je dois avouer que je ne suis pas renseigné non plus dans ce sens-là. Donc, par exemple, moi, je voulais pas faire de publicité, c'est pour ça. Je ne vais pas nommer des banques, mais je peux vous montrer en fait sur. Je peux toujours demander à ma banque après, alors. En fait, Non, mais en fait, je peux vous montrer sur mon téléphone. Donc, en fait, vous ne voyez pas le numéro, donc peu importe. Donc, en gros, vous avez une application où vous voyez en fait une carte virtuelle. Là, en fait, c'est masqué par défaut, mais je Mmh. peux aller dessus et pour voir les détails. Puis, j'utilise cette carte et en fait, je la tape et la première fois que le paiement se fait, j'aurai un avertissement sur mon téléphone qui me dit la carte a été utilisée et détruite. Et puis, en fait, je reçois un nouveau numéro qui maintenant se termine par 8911. Ce sera, je sais pas, 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça marche très bien. J'utilise en fait tout le temps. Je ne dois pas me faire des soucis que mes données bancaires sont volées. Bah, je peux l'utiliser. Bon, moi j'utilise Revolut. Revolut, c'est une Ouais. application, c'est une banque en ligne Mmh. qui Mmh. a à la fois les cartes crédit virtuelles et jetables. Mmh. Oui, ça, c'est la nouvelle banque, très, très en enfin, disons, elle est tendance et de Oui. plus en plus de jeunes l'utilisent. C'est un phénomène, qui est important de suivre et je suis convaincue que les banques luxembourgeoises vont devoir s'adapter très bientôt pour, rester concurrentielles par rapport à cette nouvelle forme de banque. Mhm. Oui.
Je vois une nouvelle question de la part de Merci. Monsieur Naisius qui demande si, donc à propos des passwords safe, est-ce que les passwords safe en ligne sont aussi sécurisés comme les logiciels hors ligne, donc sur mon ordinateur? Oui, parce que en fait, tous vos mots de passe qui sont dedans sont, chiffrés avec un en fait, j'ai un peu menti. Donc en fait, j'ai dit: vous ne devez plus retenir de mots de passe». C'est pas tout à fait vrai. En fait, un seul mot de passe doit être retenu et c'est le mot de passe avec lesquels les autres sont chiffrés. Donc peu importe si vous le stockez hors ligne, donc pour les logiciels en ligne, ou en ligne, en fait, ils sont toujours chiffrés avec mot de passe. Donc, même les opérateurs des plateformes comme LastPass, Bitwarden et ainsi de suite, ils n'ont pas accès à vos mots de passe. Ça veut dire aussi que, par exemple, si vous oubliez ce mot de passe, en fait, c'est appelé mot de passe master. Si vous l'oubliez, vous n'avez pas moyen de récupérer les mots de passe. Bah, ils ont mis quelques trucs en place, mais en théorie, si vous l'oubliez, vous n'avez pas moyen de les récupérer. Donc, ni vous, ni les opérateurs. Donc, oui, c'est sécurisé. Très bien. Et là, je vais prendre encore une dernière question et malheureusement, par après, on va devoir mettre fin à notre échange. Madame Gaëtane Frey demande s'il faut éviter d'accepter quand un site propose de retenir mon mot de passe pour éviter que je sois obligée de m'en souvenir à chaque connexion. Ah oui, j'avais répondu à ça, je crois. Ça là, elle a été Oui. répondue, hein, oui. D'accord, c'est vrai. Très bien. Voilà, donc beaucoup de commentaires très positifs sur la qualité des présentations auxquels je ne peux que me joindre. Donc, c'était vraiment très instructif. Merci beaucoup à Steve Muller et Emmanuel Kessler. Avant de clôturer, j'aimerais juste passer encore la parole à Karine Bazener du Centre européen des consommateurs. Et je pose la question aussi à nos collègues qui ont géré l'enregistrement, si c'est possible d'envoyer les présentations PowerPoint aux participants de notre webinaire ou de les afficher quelque part. Je crois que ce serait très utile pour que tout le monde puisse reconsulter. Charlotte et Marco, peut-être. C'est- Mhm. Très bien, Voilà, les merci. PowerPoint ont déjà été partagés aux collègues du CEC et seront postés sur le dernier lien qui a été partagé là dans le chat. Parfait, merci. Karine, je te passe la parole. Merci beaucoup, Anne. Voilà, il me reste juste me joindre à Christophe qui a souhaité qu'après ce midi, les achats de Noël se fassent en plus de sécurité pour les consommateurs. Je pense que c'est garanti maintenant après les présentations de M. Müller et M. Kessler. Un grand merci. De mon côté, je voudrais remercier les participants de ce midi d'avoir participé, mais aussi des participants qui ont participé durant toute l'année à nos midis et qui nous sont restés fidèles. Grand merci alors aussi en mon nom du Centre européen des consommateurs. Et comme Anne l'a dit, on est en partenariat avec justement Madame Cadieux de la Commission et Monsieur Schröder du Parlement. Et bientôt, on va se réunir pour établir le programme pour 2022. Et si je peux me permettre et vous demander, chers participants, si jamais vous souhaitez qu'un certain sujet soit traité dans le cadre de ce midi, un sujet qui vous tient particulièrement au cœur, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées. On les mettra sur l'ordre du jour. On sera reconnaissant. Voilà, de mon côté, il me reste peut-être encore, on n'a pas encore, à l'heure actuelle, on ne s'est pas encore annoncé le sujet du mois de janvier, mais rendez-vous sur nos sites pour apprendre plus à propos du sujet prochain qu'on va traiter dans le cadre de ces midis. Et voilà, je crois que c'est tout de mon côté. Je voulais vous souhaiter tous de très belles fêtes que vous faites alors et les achats en toute sécurité. Voilà, joyeuses fêtes de Noël et à très bientôt. Merci à vous tous.
Oui, merci beaucoup à vous tous également de ma part. Joyeuses fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2022 pour de nouveaux échanges, j'espère aussi instructifs que celui d'aujourd'hui. Et merci beaucoup à nos deux experts. Plein de bonnes choses pour 2022 pour vous tous. Merci beaucoup. Merci. 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 L'avenir de la voiture. Ah, c'est l'avenir de la voiture. Marco, est-ce qu'on est entre nous là?